Defcon. Jean-François Caron, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Je sonne écho peut-être dans ton nouveau pays. Je m'en arrange, je m'en occupe. Je pensais que ma voix rebondissait sur les montagnes. Je m'occupe de ça. OK, parfait. Je vais t'entendre sur ce qui s'est passé dans Arthabasca. Ben écoute, pour moi, ça a été la victoire des NPC, les Non-Player Characters, hein, des gens complètement zombifiés par la télé qui finissent par voir de l'extrême droite partout. Ça, c'est comme ça que j'explique le résultat d'hier, là. Il y a vraiment eu une coalition de ces gens-là. Ça a été un vote anti-DUM, puis ces gens-là, ils se sont ralliés derrière le candidat qui était présenté par les médias comme étant le candidat qui devait absolument être élu. Ils ont donné son onction de sainteté. Tous ces péchés du passé ont été effacés. Et puis, tu sais, ça a été ça. Là, tous les médias, ils ont poussé la candidature de Boissonneau. Moi, c'est comme ça que j'explique sa victoire puis la défaite de Duhem, mais défaite qui est quand même plutôt honorable, hein, parce que dans les circonstances, il est allé chercher, c'est quoi le résultat officiel, 38-39% des voix. Ouais, 10 de plus, grosso modo, que le précédent candidat. Et effectivement, il a été sali mur à mur. Il a été trumpifié, crucifié, recrucifié et retrumpifié. Ouais. Tu sais, vous avez entendu Ruba Gaza hier à la télévision. Extrême droite. Dire que, ça veut tellement plus rien dire parce que les personnes avec qui ces gens-là sont en désaccord, automatiquement, ça devient des mini-Trump, des fascistes, des gens d'extrême droite. Ça frise le ridicule, mais le problème, c'est que les gens qui sont allumés comprennent que ça frise le ridicule, mais les NPC, eux autres, non. Ils voient pas à quel point ça frise le ridicule, puis ils croient à ça dur comme fer, que ces individus-là, comme Duhem, Poilievre, c'est les pires dangers depuis la peste noire médiévale. J'ai entendu un vieux débile, ça circule, c'est Radcan. Le gars, il est allé dire, il est anti-français. Hey, Duhem, anti-français. Tu peux bien dire des affaires sur Duhem. Mais voyons donc, Éric est nationaliste au bout. Ils disent n'importe quoi, des zombies de TVA, tu l'as très bien dit. T'as même des gens qui disent les gens du Parti conservateur, c'est des gens qui sont homophobes. T'es comme, c'est parce que, bon, c'est ça, tu sais, ça frise le ridicule. Oui. Là. Éric Duhem qui est ouvertement gay, mais il y a quand même des gens qui ont le culot de dire, le Parti conservateur et son chef sont homophobes. C'est ridicule. Sur l'extrême droite, d'ailleurs, Hitler, en enfer, est aveugle d'avoir les services d'un avocat pour envoyer une mise en demeure. Hey, c'est moi l'extrême droite. Oui, c'est ça. C'est comme si moi, avec ma femme kazakh puis mes 3 enfants métissés, c'est comme si moi, on m'accusait d'être un raciste. Ben oui! Regarde, c'est n'importe quoi. Maintenant, est-ce que Duhem doit quitter? Ben, je te pose la question. Là. Oui. Non, parce que vous avez posé la question. Il a fait une très bonne campagne. Mais vas-y, oui, je t'écoute. En fait, il est en progression. Oui. Même s'il ne réussit pas à remporter des sièges, il est quand même en progression. Puis je pense que ce qui s'est passé hier, avec le résultat d'hier, il sait maintenant qu'il y a 8 à 10 circonscriptions qui vont être à sa portée lors de la prochaine élection. Donc, il va friser le statut de parti officiel à l'Assemblée nationale. Donc, il doit concentrer au cours de la prochaine année tous les efforts d'organisation, investir pour trouver des bons candidats dans la grande région de Québec. Puis c'est ça qu'il peut espérer. Parce que les médias mainstream qui vont être contre lui, comme ça a été le cas pendant la partielle, il ne peut pas espérer remporter la victoire. Puis je pense que les gens doivent aussi être réalistes par rapport aux attentes que le Parti conservateur peut entretenir lors de la prochaine générale. Bien dit. C'est 8 à Non, sièges. Puis la prochaine étape, là, dans t'es 5 ans... Non, là, t'es trop sur le Kool-Aid. 8 à 10, c'est trop, là. Pour vrai, là. Écoute, t'as la pelleterie, le comté de Caire, l'autre... nomme-les, Dan. Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, la pelleterie. Il y en a 4. Moi, je dirais... Tu peux pas bien dépasser ça, mais amuse-toi. Montmorency, ce qui est Port-Neuf. Non. Beaucoup de péquistes à chemise carottée dans ce coin-là. Ouais, t'as l'autre, le comté où Duhem s'était présenté à la dernière générale. Chaudière. De Chaudière aussi. Chauveau, peut-être. Ça dépend si le monsieur avec les cheveux gras est là.
Un maximum de 8 à 10 Ouais. circonscriptions pour la prochaine. Mais c'est ce que le parti peut s'attendre de mieux. Puis les gens qui s'imaginent, Duhem il va être premier ministre dans un an. Non, là, il faut leur enlever la cruche de Kool-Aid, là. Il faut leur enlever la pipe à crack, là. Ouais. Par contre, pour le Parti québécois, c'est une victoire. C'est une victoire qui pourrait contribuer à leur faire perdre le prochain référendum. Parce que, souvenez-vous, c'était en 2017, quand c'était Jean-François Lisée qui était chef du PQ. Il y avait eu le départ de Françoise David. Et puis, je cite un article de 2017 de l'Actualité. Le chef péquiste, Jean-François Lisée, en a fait l'annonce lundi au bureau montréalais du Parti québécois. Il a justifié sa décision de ne pas présenter de candidat contre le candidat de Québec solidaire par sa volonté d'être cohérent avec le discours tenu par le PQ quant à une convergence des forces avec Québec solidaire. Donc, quand vient le temps pour le Parti québécois de penser au grand soir, la grande coalition, il n'y a pas de problème à laisser passer des candidats de Québec solidaire. Par contre, le message que ça renvoie, c'est qu'il est hors de question qu'on permette au chef du Parti conservateur d'avoir un free pass dans une élection partielle. Puis ça, le message que ça renvoie, c'est lors de la prochaine grande coalition souverainiste, si le PQ remporte la prochaine élection, il va être hors de question d'accueillir les gens du Parti conservateur puis les gens de la droite dans cette coalition-là. Mais il va accueillir les pro-Hamas dans l'autobus du oui. C'est ça que tu dis? Oh, ça, exactement. Mais il envoie clairement le message. Si on suit la logique de Jean-François Lisée de 2017, le message qui a été envoyé par PSPP, c'est on veut pas de la droite, on veut pas des gens du Parti conservateur dans une éventuelle convergence des grandes forces nationalistes et souverainistes dans le cadre d'un troisième référendum. Le message est clair, le message a été entendu, puis vous avez maintenant 10 à 12 % de Québécois francophones qui vont tout simplement voter non parce qu'ils vont se souvenir de ce que le PQ a fait à leur chef. Okay. Donc, dans le bus du oui, pas de Duhem, mais on veut des pro-Hamas. Si Éric Duhem décidait d'embarquer dans l'autobus du oui, vous auriez une grosse proportion des gens de son parti qui eux, s'abstiendraient ou iraient voter pour l'option du non. Donc, ça a été stupide de la part du Parti québécois. Juste avoir un comté dans une partielle, ils ont peut-être fait une croix sur la victoire lors de leur prochain référendum. Oui, parce que c'est 500 000 voix. Ben c'est ça. Donc, ce qui met les choses en perspective, et les gens devraient réaliser, est-ce que le Parti québécois est vraiment un parti souverainiste? Est-ce qu'ils ont vraiment la souveraineté à cœur? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont la petite victoire électorale davantage à cœur que la réalisation de leur grand projet. Mais bon, on verra dans un an puis dans 2 ans ce qui va se passer. Ça te tente-tu de jaser de l'Alaska vendredi? Trump, oui, Poutine? Oui, Trump va rencontrer Poutine vendredi. Le Zelensky pleurait, je ne suis pas invité. Là, il va être invité, mais il va être dans une autre salle. Et il y a également les dirigeants de l'OTAN. Ah, nous autres aussi, ça nous tente. OK, parfait. Donc, Trump va faire son meeting avec Poutine, va aller jaser avec Zenner, et après, va rencontrer les gens de l'OTAN en Zoom ou en personne. Oui, c'est ça. T'en dis quoi? C'est la première rencontre entre les deux depuis 2019, puis c'est la première fois aussi que le président russe va rencontrer un dirigeant occidental depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Puis aussi ceux qui se demandent si c'est un piège, puis les Américains vont en profiter pour l'arrêter en vertu du mandat d'arrestation de la Cour pénale internationale. La réponse est non, parce que les États-Unis ne sont pas partie prenante de ce tribunal-là. Voilà. Fait que, d'entrée de jeu, moi, je dirais que c'est une rencontre qui est assez surprenante à ce stade-ci du conflit parce que, habituellement, les chefs d'État ne se rendent compte que lors de la phase finale des règlements de conflit, donc simplement pour signer l'accord de paix. Donc, la vraie négociation se fait toujours en amont avec des conseillers de l'ombre qui s'obstinent derrière des portes closes. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait quoi que ce soit de réellement constructif qui va sortir de cette rencontre-là. Donc, c'est-à-dire des détails précis sur la date de l'arrêt des combats, ça va être quoi la ligne de démarcation entre les belligérants. Moi, je pense que c'est plutôt une rencontre simplement pour briser la glace puis réouvrir officiellement les canaux de communication avec la Russie qui ont été rompus par l'administration Biden en février 2022. Mais moi, je pense donc cette rencontre s'inscrit beaucoup plus dans la perspective de la symbolique. Puis je pense qu'à cet égard-là, tant Trump que Poutine ont une convergence d'intérêts au niveau de la symbolique, parce que pour Trump, c'est renforcer son image d'homme de paix, qui essaie de développer depuis des mois. Moi, je vous l'ai dit, puis j'ai déjà dit ailleurs, moi, je pense que ce qui motive Trump dans sa politique internationale, c'est sa volonté de se faire octroyer le prix Nobel de la paix.
C'est pour ça qu'il y a un ton oui, regarde, il est à veille de faire une médiation entre le club Lyon et le club Kiwanis. Oui, c'est ça. Non, mais il est en mode hey, tu chicanes-tu, moi, il est là. Moi, vraiment, il ramasse tout, là. Oui, tu sais, puis c'est pour ça qu'il multiplie les efforts de règlement de conflits un peu partout à travers le monde. Puis le dernier en date, c'est la signature d'un accord de paix il y a quelques jours entre le président de l'Azerbaïdjan puis le premier ministre arménien. Oui. Ça, c'est un conflit que personne ne connaît, là. Oui, c'est un conflit qui dure depuis 30-35 ans. Oui, mais c'est un conflit qui n'est pas jasé des médias. Non, malheureusement, mais non, mais je comprends, mais il y a même 2 pays d'Afrique qui se chicanaient. Trump les a appelés, je vais vous réconcilier. Il est all over, là, pour vrai. Là. C'est ça, mais tu sais, après la signature de ce traité-là, tu as le président d'Azerbaïdjan, Aliyev, puis le premier ministre arménien, qui ont tous les deux dit qu'ils allaient nominer Trump pour le prix Nobel. Oh oui! Puis, c'est pas impertinent. Puis pour Poutine, c'est aussi un formidable outil de propagande, parce qu'il va pouvoir dire, d'une part, que ce sont les États-Unis qui ont sollicité cette rencontre-là, donc pas lui. Oui, mais Trump peut dire, mais il vient sur mon turf. Oui, mais c'est pas lui. Il reste pas moins que c'est pas Poutine qui a sollicité la rencontre. Puis dans un sommet à Vladivostok il y a quelques jours, sur la scène, il faisait semblant qu'il recevait un appel de Trump. Puis il disait écoutez, laissez-moi prendre l'appel. Je voudrais pas lui déplaire. Hein. Je voudrais pas qu'il interprète mal. Non, c'est sûr que ça va être le festival de la propagande de part et d'autre. Ça, là, tu as entièrement raison. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quand même un début d'entente? Parlons des exigences. Lui, Poutine, veut absolument conserver les territoires conquis. Zelensky dit no way. Il y a de la job à faire. On ne peut pas revenir au statu quo antebellum. Ça va être impossible. C'est impossible. C'est ça. J'ai écouté aujourd'hui une grande entrevue que le ministre des Affaires russes des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donnée à une journaliste américaine. Puis Lavrov, il a été extrêmement clair. Il dit la deal qu'on veut avoir, la deal doit adresser les causes profondes de la guerre, donc l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Ça, c'est quelque chose qu'on doit discuter, puis on doit régler cette question-là une fois pour toutes. Oui. On doit aussi régler une fois pour toutes la question du droit des minorités russes qui habitent en Ukraine. Et puis aussi, la Russie ne veut pas d'un simple cessez-le-feu qui sera un moyen de renforcer l'armée ukrainienne. Il a été très clair là-dessus, puis il a aussi dit « La Russie ne négocie pas son intégrité territoriale. » Donc, ça veut dire la Crimée, c'est done deal. Oubliez ça, ça reviendra depuis 2014, de toute manière. Depuis 2014. Et puis donc... Et l'Europe va exiger une force multinationale de paix ou de protection. Tandis quoi? La Russie ne l'acceptera pas. Lavrov a été extrêmement clair. On ne veut pas d'une situation comme après les accords de Minsk ou de l'aveu même de François Hollande puis d'Angela Merkel. C'était simplement une façon de gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. Donc la Russie, tout signe qui laisserait présager que ça serait à nouveau dans les plans de l'Europe de renforcer l'Ukraine, ça serait inacceptable pour eux. Ils veulent une Ukraine démilitarisée. Lavrov a été extrêmement clair là-dessus. Puis en prime, il ne faut pas se fermer les yeux. Hein. La Russie, l'armée russe est en mode full offensive sur le front du Donbass. L'armée ukrainienne, le front ukrainien est au bord de l'effritement. Ça va vraiment pas bien de leur côté. Donc, la Russie a toutes les cartes en main. Puis ça freak, hein? Ça freak solide du côté de l'Europe parce que ces gens-là, comme les Ukrainiens, ils refusent le principe de réalité, là. Parce que dans les chancelleries à Paris, à Londres, à Varsovie puis à Berlin, ça pense réellement encore que l'Ukraine va gagner la guerre. Et ils pensent comme le temps d'avant. Mais le temps d'avant n'existe plus. Ben non, c'est ça. Puis là, ce qui est... En terminant, 30 secondes. Oui, bien c'est ça. En fait, ça montre une chose, c'est que si l'Union européenne n'est pas invitée, n'est pas partie prenante de cette rencontre-là, ça montre bien à quel point l'Europe s'est faite marginaliser. Ah, totalement. Et si l'Union européenne s'est faite marginaliser, imaginez à quel point le Canada est une puissance encore plus insignifiante et marginale que l'Union européenne. Tu sais, le monde là, qui se disent « Carney nous défend, puis on est capable de tenir tête à Trump ». Si les Européens, sur la question ukrainienne, rêvent en couleur, les gens au Canada, là, ils sont doublement sur l'acide pour penser une chose pareille.
Monsieur Caron, mes hommages. Merci. Bonne journée. Bye.